Ok, faut que je vous montre un truc. Toutes les nuits, à côté de chez moi, il y a des hommes qui viennent avec leur voiture se garer dans un bois. Ils éteignent leur phare et d'après ce que j'ai observé, ils attendent que quelqu'un les rejoigne dans leur voiture. Bon, je vous spoil un peu parce que l'attention est limitée sur les réseaux sociaux, on va parler lieux de drague. Des lieux interlopes, cachés, qui n'apparaissent sur aucune carte. Mais devant lesquels vous êtes sûrement déjà passé sans le savoir. En France, il y a des lieux de drague, il y en a à peu près 10 000, autant que de supermarchés. Il y a en France à peu près un lieu de drague pour 3 000 hommes majeurs. En fait, des lieux de drague, il y en a partout. À Paris, à la campagne, dans les jardins, sur les aires d'autoroute, dans les toilettes et peut-être même dans le parc à côté de chez vous. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de la drague en extérieur. Un jour, je traînais sur internet et je suis tombé sur ce site. Dessus, il y avait plusieurs mecs qui se donnaient rendez-vous. Ok, donc là je viens de voir qu'il y en avait un qui était juste à côté de chez moi, donc on va aller voir ça ensemble. Je sais pas trop où je vais. Je suis un peu perdu. Je suis vraiment au milieu de nulle part. Je vois quand même traîner quelques mouchoirs et généralement ça c'est signe qu'il y a un lieu de drague ici. Finalement c'était pas là du tout. Et on va essayer d'aller trouver le lieu. Faut que je vous dise, ce lieu de drague, j'ai grave galéré avant de le trouver. Bah oui, parce que ces spots sont hyper discrets, le but c'est pas d'être vu en train de Puis, quand je l'ai trouvé, On vient juste d'arriver, j'ai envie de dire, sur les lieux du crime. Parce que il y a personne et qu'il commence à faire nuit et que je suis dans un bois tout seul. Je vais essayer de rester un peu pour voir s'il se passe des trucs. Et soudain, j'ai vu la lumière. Mon journalisme s'arrête là. Bon, je vous avoue, je vais pas trop traîner ici parce que j'ai l'impression que les gens cherchent plutôt la discrétion. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt essayer d'aller voir quelqu'un qui s'appelle Adrien Lebotte. Il a parcouru les lieux de drague pendant plusieurs années, sans caméra, mais pour écrire son livre, Tu cherches quoi ? Et je pense qu'il a beaucoup de choses à me raconter. La plupart des lieux de drague sont accessibles en voiture et il y a même certains lieux de drague où la voiture elle est omniprésente et où elle fait partie de la chorégraphie qui est enclenchée. Je pense par exemple aux lieux de drague qui sont situés sur des aires de repos ou sur des parkings à la périphérie de grandes villes par exemple, où on utilise les feux pour voir quelqu'un ou au contraire pour éblouir quand on veut pas être reconnu. Là on va mettre les pleins phares par exemple pour éblouir quelqu'un qui va se trouver en face et on va utiliser tous les miroirs, les reflets qui sont à disposition et donc il y a des jeux assez poétiques qui peuvent se mettre en place. Voilà, félicitations, vous êtes initiés à la drague en extérieur. Mais là, on était sur des gens discrets, la nuit. Ce que j'ai découvert ensuite, c'est que certains s'assument beaucoup plus. Là, on est au bois de Vincennes et on se dirige vers l'espace de cruising. Donc là, on est dans l'aire de cruising et on peut voir assez régulièrement des mecs passer et donc marcher assez lentement et rechercher d'autres personnes qui marchent. Si on regarde un peu plus loin, on peut voir quelques mecs qui sont stationnés, donc on suppose qu'ils sont en train de baiser. J'ai commencé le cruising il y a 6 ans, à l'âge de 30 ans. Je me suis toujours senti bien dedans parce que je crois qu'une fois que tu connais un peu les codes de comment ça se passe, c'est très fluide et très naturel, quoi. Notamment pour le consentement, qui est quelque chose, c'est important de le dire, je crois, c'est quelque chose de très respecté, je trouve, dans les aires de cruising, où en fait, un simple geste de la main peut dire non, je veux pas, ou stop, on arrête. Ah, les Tuileries. Bah oui, on aurait peut-être dû commencer par là en fait, parce que c'est justement ici que tout commence. Ça drague dans les jardins depuis le XVIIIe siècle. D'ailleurs, Charles Trenet a même écrit une chanson dessus. donc là on est dans un lieu de drague emblématique, donc les Tuileries, pour aller rencontrer Tim, qui va nous raconter un peu les souvenirs qu'il a ici et sa jeunesse. J'ai vraiment très très hâte de cette rencontre. Là, il y a beaucoup de monde, donc c'est chiant. Et même à l'époque, il n'y avait pas de gens, il y avait des voitures. Donc là, tu étais encore dans l'ambiance, il y a des voitures.
Et puis après, tu t'avances comme ça, tu passes là, et puis petit à petit, tu vois, tu t'éloignes de la ville. Là, tu as le bruit qui s'estompe un petit peu. D'ailleurs, tu l'entends, un petit peu, c'est plus calme. Là, tu arrivais pile au moment où il y avait le fossé, à l'endroit où il y avait le fossé. Il fallait aller au bout là-bas, franchir le fossé, passer là-bas à l'Ustrade. Ah, mais le fossé, il est encore, regarde. Aux Tuileries, donc j'avais réussi à rencontrer un mec donc, dans les labyrinthes. Et en fait, on était descendu dans un des deux espaces où en fait, tu peux baiser tranquille. Et en fait, ils ont mis des grilles pour t'empêcher d'aller vraiment dans les souterrains. Et il y a des haut-parleurs en fait qui te disent « On voit, arrêtez ce que vous faites ». Et en fait, tu paniques et du coup, tu remontes quoi. Et tu repars quoi. Je pense que les lieux comme ça, de drague extérieure ou de drague un peu anonyme, ou en tout cas très cash, où il n'y a pas vraiment de discours avant, ça permet à des gens qui sont encore dans le placard, qui ne sont pas forcément assumés, de faire les trucs. Oui. En fait, tu vois, je suis venu ici et j'avais pas forcément envie de m'identifier comme gay, ou comme PD, ou comme machin, donc je donnais pas mon vrai prénom. Mais dans un endroit où finalement on y va, on fait son truc, on repart, et au passage on rencontre des gens quand même marrants, et on voit que c'est quand même assez cool, ça permet de faire une espèce de monde un peu à part, une sorte de parenthèse, de bulle, dans lequel tu fais ton truc, puis après tu en ressors. Et puis petit à petit, tu te rends compte que cette bulle, elle prend l'importance et c'est ta maison. Oui. Je pense que les Tuileries ont sauvé mon adolescence. Quand tu es ado, tu vois, tu découvres ça et ça te paraît tellement irréel, tellement improbable, que oui, c'est jouissif. Vous savez que pour comprendre un sujet, j'aime me tourner vers nos aînés. Eux, ils traînaient dans ce qu'on appelait les tasses ou les Vespasiennes, l'ancêtre des toilettes publiques qu'on trouvait un peu partout, notamment à Paris. C'est un modèle de place. Ouais. Et en fait, le modèle iconique, c'était le modèle à 3 places, parce qu'évidemment, quand il y avait 3 places, la place du milieu était la plus courtisée pour avoir du grabuge un peu. Mais c'est un modèle qui date de l'époque Napoléon III. Ici, on a ce modèle de la Vespasienne à 3 places, qui était un symbole de Paris, quelque part. Donc ça, c'était des tôles. Et puis à l'intérieur, donc, je pense qu'il y avait des stalles ici. Est-ce qu'elles ont été reconstruites? Non. Les stalles sont ici, mais quelquefois, elles étaient derrière. Le problème, c'est que quelquefois, il y avait un policier qui était là, qui faisait semblant d'être un amateur. Et donc, il vous prenait la main dans le sac, c'est le cas de le dire, quoi. Alors maintenant, est-ce que le cruising, il se faisait avant ou après? Ça dépendait des endroits, quoi. Certainement, il y avait des chaises de parc, et puis il y a des gens qui faisaient des clins d'œil, et puis qui faisaient des gestes, et qui disaient « Viens, on va aller pisser ensemble ». Façon de parler. Ce qui m'a toujours séduit, c'est les épaules des garçons. Je les draguais pas, je les regardais, si tu veux, avec envie. Ça m'a duré assez longtemps, jusqu'au lycée. La drague volontaire, c'est-à-dire aller dans un endroit de drague, là aussi, c'était involontaire. De toute façon, toute ma vie, c'est complètement volontaire. J'ai jamais voulu faire quoi que ce soit, et par paresse ou prédestination. Et si tu veux, quand j'allais au restaurant universitaire au Parc Jourdan, je devais traverser le Parc Jourdan à Aix-en-Provence. Donc on a le grand lieu de drague qui est un Parc Jourdan. Il y avait une petite femme qui me disait que c'était là où un Bèze-en-Ville, c'est un sac, ou un parc à Bèze, enfin c'était quelque chose. Oui. Ah bah tu vois, tu connais quand même des vieux mots, on dit encore ça. Donc elle parlait effectivement de Bèze-Auton, moi je connaissais pas du tout ce que ça voulait dire, je savais même pas ce que ça voulait dire. Mais ça n'empêche que comme on me draguait à l'intérieur, j'ai fini par savoir ce que ça veut dire, et puis il y avait un petit mont. Et dans ce mont, il y avait, je sais pas, certainement un gros truc en béton, et dans lequel, il existe toujours, mais il est fermé, il y avait une tasse. Donc, on se draguait dans le terre-plein qui était tout autour, on voyait si quelqu'un entrait, on le rejoignait, et il m'est arrivé 2 ou 3 fois d'avoir des attouchements dans cet endroit. Quand on parle des Tuileries, on parle forcément de l'homosexualité au 18e, et puis, par exemple, les Champs-Élysées, c'est l'homosexualité au 19e, parce que ça a beaucoup changé. Au 18e, il n'y avait pas de tasses. Et puis au 19e, aux Champs-Élysées, là, il y avait des tasses et là, il y avait la surveillance des tasses. Il y a un truc dont je me suis rendu compte en faisant ce reportage, c'est que la drague en extérieur se fait majoritairement entre hommes. Je voulais savoir s'il existait des parcs où les meufs se donnaient rendez-vous pour se draguer, par exemple, mais je n'en ai pas trouvé, et je pense que ça dit beaucoup de nos libertés de pouvoir occuper l'espace public, notamment la nuit, selon si on est un homme ou une femme. Aujourd'hui, je me disais, mais ça existe encore ou non? Quelqu'un m'a dit, bah oui, dans les supermarchés.
dans les tasses des supermarchés. Si vous avez encore du mal à comprendre pourquoi, Les lieux de drague existent encore aujourd'hui. On va sortir de Paris pour aller à Nantes à la rencontre du chercheur Adrien Lebotte. Pourquoi les gens qui vont sur les lieux de drague ne vont pas, par exemple, sur les applications de rencontre, genre Grindr? Alors parfois ils y vont, parfois même ils y vont en même temps, ils vont sur des applications de rencontre en même temps qu'ils sont sur le lieu de drague. Dans d'autres circonstances, il y a des personnes qui refusent d'utiliser les applications de rencontre pour plein de raisons différentes, par militantisme, parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Dans les publics avec lesquels j'ai travaillé, par exemple, des hommes qui vont avoir 70-80 ans, qui ne sont pas du tout dans les codes de ce qu'on pourrait estimer être un homme beau, d'un homme qui l'est un petit peu moins. En fait, ils sont dévalués sur l'échelle de valeur propre aux applications, où si on ne montre pas la photo d'un torse musclé, il est peut-être compliqué de faire des rencontres. Et donc, pour ces hommes-là, les lieux de drague offrent aussi une possibilité d'accès à la sexualité, quelque chose de plus direct, où on est peut-être moins basé sur des critères esthétiques, par exemple. Okay. Certains hommes fréquentent aussi les lieux de drague. Ils peuvent parfois fréquenter en complément des établissements spécialisés, type des saunas, des établissements de cruising, etc., des backrooms. La différence entre les deux, c'est que dans les lieux de drague, il y a une forme d'authenticité. En fait, tout devient, c'est réifié d'une certaine manière, c'est institutionnalisé par un modèle économique, mais il n'y a plus, justement, on parlait tout à l'heure du risque, il n'y a plus cette dimension de risque, il n'y a plus cette dimension de la rencontre qui peut être désagréable. Et en fait, de toutes les dimensions aussi désagréables des lieux de drague, parfois ça pique, parfois ça pue, parfois c'est dangereux. Et toutes ces dimensions-là, on ne les retrouve pas dans les lieux spécialisés où tout est très safe pour le coup. Et donc on perd une partie de l'authenticité. Voilà. Comme le dit Adrien, on peut aussi envisager les lieux de drague comme un retour à des pratiques plus authentiques. et comme une lassitude des applications. Et si vous vous posez encore la question, est-ce que le cruising c'est un truc de pervers? Je pense pas que le cruising ce soit un truc de pervers. Je pense que le cruising est beaucoup plus lié à l'amour qu'à la perversité. On n'est pas là pour se faire du mal. Justement, en fait, on est là pour se donner du plaisir. C'est comme une sorte de troc d'amour, quoi, ou troc de sexe, quoi. Je te donne du sexe, tu me donnes du sexe, on se fait du bien. C'est anonyme, il n'y a pas d'engagement, tout le monde est content, on se sourit et puis au revoir.